à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui pour notre café du marché un vendredi, ici à Nesle, une petite ville de 2000-2500 habitants. Et on a la chance d'avoir avec nous une conseillère régionale sortante, Maryse Fagot. C'est une commune ici qui est alors une des deux communes où le canal Seine-Nord va implanter un arrière-port. Tout à l'heure, on en reparlera avec Maryse. Alors ici, les problèmes, Maryse, c'est quoi? C'est le problème, c'est l'emploi ici, notamment, hein. Bien sûr. Oui, des problèmes d'emploi, bien sûr. Pour autant, évidemment, ça s'arrange un tout petit peu dans la mesure où, tu viens de le préciser, il y a l'horizon du canal Seine-Nord-Europe, des entreprises qui sont venues s'installer avant même que le canal n'arrive. Et ça, pour le coup, ça fait du bien. Il y a quand même eu pas mal de recrutements. Donc voilà, on avance. Mais oui, on a quand même cette difficulté qui est une difficulté de tout le bassin, de tout l'est du département d'ailleurs. Bon, Maryse, on a pris notre petit café, on va aller sur le marché. Tout à fait. Il y a beaucoup de marchés quand même, hein. Ah, beaucoup. Ici, les marchés sont très prisés. On y retrouve nos producteurs locaux qui vendent des produits d'excellente qualité. Alors ici, il y a eu un grand projet qui a ouvert il y a 2 ans, je crois, hein, qui est la nouvelle scène. Très très belle salle, je crois qu'il y a Jane Birkin qui est venue, euh, et qui est un cofinancement avec la région, Oui. pour faire vivre un peu la culture aussi en territoire rural. Ici, la nouvelle scène, effectivement, c'est une très belle salle de spectacle. Nous avons un pôle d'excellence territoriale rurale, le PETR, qui depuis de nombreuses années essaie de décentraliser la culture. Et ce lieu est un lieu unique, très moderne, effectivement, qui va pouvoir recevoir De la danse, du cirque, de tout. du Voilà, théâtre. voilà, Ouais. voilà, tout C'est à fait. magnifique, Tout hein, à fait. d'ailleurs. Oui, le site. c'est effectivement un très très beau site. Combien de places? 1300 debout, je crois à peu près 800 assises. Ah oui, pas mal, Voilà, pas à mal, peu hein. près. Oui. Alors on est ici à Albert, avec Maryse Fagot, colistière, et on est reçu par Stéphane Demist, sénateur de la Somme. Et on est ici à côté de Méol, vraiment dans le berceau de l'aéronautique. Et évidemment, c'est un secteur qui a été particulièrement frappé par la crise sanitaire, notamment sur l'emploi, les commandes. Quelle est la situation, Stéphane, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La situation est encore malheureusement dramatique. On espère que dans quelques années, le soleil brillera à nouveau sur l'aéronautique mondiale. En fait, quand je regarde ce cockpit, effectivement, ça m'attriste parce qu'on a divisé par deux les cadences de production pour bien comprendre ce qui s'est passé sur le plan de l'aéronautique. Rappelez-vous, début 2019, la crise sanitaire donc, fait son apparition. Plus personne ne voyage. Exemple très précis, on a 1% du trafic quand on compare mars 2020 à mars 2019 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc 99% du trafic en moins. Les compagnies aériennes donc, se cassent la figure les unes après les autres. L'État est obligé de mettre des milliards d'ailleurs en France pour maintenir Air France. Les États-Unis mettent 30 milliards pour maintenir les compagnies aériennes. Et donc ces compagnies aériennes, bien sûr, décalent ou annulent les commandes. Donc les fabrications d'avions donc, sont en berne. Boeing licencie des milliers de personnes. Airbus enclenche également un plan de réduction massif donc, de salariés. Et comme ici, vous êtes effectivement sur une terre aéronautique, il y a 4 grandes usines en France. Il y a Toulouse, la plus connue, il y a Nantes, Saint-Nazaire et Albert-Méhault. Eh bien, nous sommes touchés de plein fouet. Et on peut presque dire que globalement, on a perdu, au sein de l'unité et dans la supply chain, c'est-à-dire chez les sous-traitants, à peu près 1000 emplois. C'est énorme, hein. extrêmement violent. Donc, les CDD n'ont pas été reconduits, les intérims, bien entendu, n'ont pas été reconduits. Même les gamins du lycée aéronautique n'ont pas été embauchés pour la première fois de l'histoire. Et donc, on vit une situation qui est très, très complexe. Néanmoins, on est résilient et donc il faut que Vous êtes battu, hein. on se bat. On fait en sorte que notre unité herbusienne se maintienne bien pour que, comme je le disais tout à l'heure, le jour où le soleil va briller à nouveau, et IATA, qui est l'Organisation internationale du transport aérien, pense que d'ici 3-4 ans, donc ça va bien repartir, il faut que notre usine puisse bien irriguer le tissu de sous-traitance
et il faut que nos sous-traitants soient encore vivants. Et donc on se bat pour que ce tissu de sous-traitance soit au minima vivant pour pouvoir donc à nouveau donc redynamiser ses effectifs le jour où tout repartira. Parce que si nos sous-traitants sont morts, autant vous dire que la sous-traitance, quand elle reviendra, elle partira plutôt au sud de Marseille. Et c'était ça mon inquiétude. Et on s'est battu avec la région, avec le département, avec les élus d'une façon générale, pour que effectivement nous puissions maintenir en vie ces tissus de sous-traitance. En fait, c'est un combat des élus locaux pour sauver la filière. Avec la région, un sénateur aujourd'hui, comment vous organisez alors, tu es très proche de Xavier. Comment ça se passe ce combat pour D'abord, arriver à sauver l'emploi? je pense, au risque de manquer de modestie, mais je pense qu'on a été très réactifs. C'est-à-dire que tout de suite, on a créé une cellule de crise, donc avec Xavier Bertrand, avec la préfète de département, et donc très régulièrement, on a réuni les chefs d'entreprise, les partenaires sociaux pour faire le point. On a vraiment tenté d'accompagner le mieux possible notre tissu de supply chain dont je viens de parler, pour le maintenir en vie, même si malheureusement on n'avait pas toutes les solutions pour sauver la vie malheureusement à toutes les entreprises et à tous les salariés. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que par exemple le président de région propose donc des déplacements vers d'autres entités économiques de la région. Notamment le ferroviaire. Notamment le ferroviaire, parce qu'on a un savoir-faire qui peut effectivement intéresser l'activité ferroviaire. Et donc, comme je vous l'ai dit, on essaie de courber les chines pour être toujours présent avec les outils donc, sur le territoire pour donc participer à la reprise de l'activité économique aérienne. Et le fait d'avoir, je me permets de le dire, à la région, un président qui a été maire et président d'une communauté d'agglomération, c'était quand même plus facile pour moi parce que on sait de quoi on parle quand on est élu local. Si vous voulez, parfois les élus nationaux, et je les côtoie puisque je suis moi-même sénateur, sont un peu déconnectés de certaines réalités. Quand vous êtes maire et président d'agglo ou quand vous l'avez été, vous êtes vraiment connecté au tissu industriel local et donc c'est plus facile pour avancer. Stéphane, tu défends aussi l'emploi partout où tu es. Et depuis plus de 30 ans, tu es en défense du canal Seine-Nord, Europe. Et je crois ta première intervention en 1992, si ce que j'ai lu est bien vrai. Je t'ai rejoint dans cette aventure et ensemble, nous avons été vraiment combattants pour que ce canal puisse se faire. Aujourd'hui, tu es au comité stratégique et donc tu es en plein cœur de l'action, plus encore. Et donc, j'aimerais savoir un petit peu voilà, ce que tu as à nous dire à l'heure actuelle, à l'étape où nous en sommes. Tu as raison, Maryse, le canal, ça a été un combat. C'est un vieux combat, puisque effectivement on a démarré ce combat-là au début des années 90. Et certains considèrent que c'est un vieux serpent de mer d'ailleurs, parce qu'on y a cru, on n'y croyait plus, etc. On est passé par toutes les étapes, rappelez-vous, le partenariat public-privé, le tout public, etc. Et là, depuis quelques années, on a enfin débloqué la situation. Et Xavier a joué un rôle très important parce qu'il était président de la société de projet tout de suite. Et ça a donné l'impulsion qui nous manquait pour sortir ce projet. Moi, je me bats depuis que je suis élu depuis 30 ans pour ce dossier parce que je suis intimement convaincu que c'est la troisième colonne vertébrale des Hauts-de-France avec l'autoroute, avec le train. Demain, on aura le canal Seine-Nord et donc ça va être merveilleux. Encore faut-il irriguer les territoires parce que si c'est uniquement pour regarder passer les bateaux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle on compte beaucoup sur la région pour nous accompagner donc dans les implantations de zones d'entreprise bord canal pour que nous puissions développer l'économie locale et le nombre d'emplois. Il va y avoir des milliers d'emplois conjoncturels le temps de la construction du canal et structurels après avec ces fameuses zones industrielles. Alors pour répondre à ta question, on avance bien, on avance vite actuellement sur le dossier du canal. Comme vous le savez, on a lancé ce qu'on appelle des mesures de compensation écologique. Enfin, c'est un dossier qui avance bien. C'est un petit peu long sur le plan administratif, mais je pense que d'ici 2 ans, on aura des gros travaux et les habitants des Hauts-de-France et les Picards tout particulièrement attendent avec impatience de voir les pelleteuses creuser le tuyau. Parce que tant qu'on ne verra pas ces pelleteuses, il y aura toujours une notion de doute. Mais je suis intimement convaincu que le plan de financement étant arrêté, merci à l'Europe, merci à la région, merci au département, merci à l'impulsion donnée par le président de la société de projet Xavier. Là demain, effectivement, cette fameuse colonne vertébrale, nous l'aurons. Et donc nous aurons un corps solidifié et redressé dans la région. Stéphane, tu nous as parlé du trait d'union tout à l'heure entre l'aérien, l'aéronautique et le ferroviaire. On a ici la gare d'Albert derrière nous. Il y a des projets aussi alors, qui sont en route. Si tu peux nous en dire un mot en conclusion afin de nous expliquer quels sont tes projets ici à Albert.
Bah, écoute, pour conclure, on a besoin de la région pour nous aider à rebooster l'économie aérienne. On a besoin de la région pour sortir le canal Seine-Nord. Et donc, si je peux faire un petit clin d'œil trimodal, effectivement, je me tourne vers la gare qui est derrière nous. Nous sommes situés entre le Amiens-Arras, donc l'ancien Paris-Lille, et on a effectivement un beau projet derrière la gare qui consiste donc à aménager un espace de 5 hectares pour y accueillir des startups. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire visiter ce projet à Xavier Bertrand. Donc, on a besoin de la région sur ce dossier-là, comme sur les 2 dossiers que je viens d'évoquer. On ne peut pas, en tant qu'élu local, développer l'emploi et développer des infrastructures si on n'a pas un partenaire régional qui est conscient de tous ces enjeux. Merci Stéphane, merci Maryse. On se retrouve pour une autre permanence virtuelle la semaine prochaine. On sera notamment dans la métropole de Lille avec Guillaume Delbar pour parler start-up, justement, numérique, Euratechnologie et toutes les actions de la région dans le secteur. Et ensuite, rendez-vous pour les autres réunions sur le terrain dans les Hauts-de-France. Merci à vous tous. Bye bye.